Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Bat Lady. Minasan konnichiwa perfecti hommes. À l'heure actuelle... Eh oh! Le coup de l'imposteur venu d'un monde parallèle, ça a déjà été fait par Linkara, alors tu dégages. Ah non mais je vous jure, hein, c'est double dimensionnel, ça sera tout permis. Bon alors, qu'est-ce qu'il voulait critiquer? Ah bah super, il a pris une compilation, comment je sais lequel il voulait faire moi. Oh bah tiens, on va faire Bat Lady, cette circonstance. Bah oui, cette circonstance, étant donné qu'à l'heure actuelle, on est en train de préparer une série télévisée adaptée de Batwoman. Batwoman, un personnage qui était à l'origine apparu dans Detective Comics 233 en 1956, et qui avait surtout été créé pour faire taire les critiques comme quoi Batman et Robin étaient un couple gay. Le personnage avait fini par prendre sa retraite pour travailler dans un cirque, puis elle sera tuée par la Ligue des Assassins dans Detective Comics 485 de 1979, histoire de donner un mobile de vengeance à Batman. L'existence du personnage sera effacée de la continuité à l'issue de la maxi-série de 1985 Crisis on Infinite Earths, jusqu'en 2006, soit 50 ans après sa création, où DC décida de recréer le personnage avec un nouveau costume désigné par le grand Alex Ross en s'inspirant de celui de Terry McGinnis dans le dessin animé Batman Beyond, et histoire de faire un pied de nez aux raisons de la création du personnage dans les années 50, son reboot allait être ouvertement lesbienne. Après quelques menues apparitions dans diverses séries d'éditeurs, dont certaines que tout le monde préfère oublier, Batwoman allait avoir droit à sa propre série, d'abord dans Detective Comics, puis sous son propre titre quand DC décida de rebooter toutes ses séries à l'occasion des New 52. Et à l'heure actuelle, une série basée sur le personnage est en cours de préparation. Et histoire d'éviter toute polémique, ils ont pris soin d'engager une actrice lesbienne, en l'occurrence Ruby Rose, pour le rôle. Et pourtant, il y en a quand même qui ont été se plaindre que Ruby Rose n'était pas assez lesbienne. J'ignorais qu'il existait une échelle de Lesbos. Néanmoins, sur ce coup-là, Zen Pictures les aura pris de vitesse, puisque dès 2008, ils avaient sorti un film intitulé Bat Lady, dont l'héroïne portait un costume assez proche de celui de Batwoman. Difficile de savoir d'ailleurs si cette ressemblance est volontaire, ou si c'est juste que eux aussi se sont inspirés du costume de Matt Guinness. Car en 2008, le personnage était encore assez neuf et relativement peu connu en dehors des lecteurs de DC Comics, ce film étant même sorti 1 an avant qu'elle ait droit à sa propre série dans Detective Comics. Que la ressemblance soit volontaire ou non, voyons voir ce que donne cette Batwoman japonaise. Ikuzo! Nous faisons donc connaissance avec l'héroïne du film, Jessica, une américaine venue étudier au Japon. J'aurais plutôt dit russe, moi, étant donné le nom d'actrice, mais bon. On enchaîne sur un type sortant d'un carton en haut d'un escalier mobile. Weird. Puis retour à Jessica qui s'entraîne. Et comme vous le voyez, elle ne se contente pas de 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de footing par jour. Quel petit joueur ce Saitama. Le tout en nous expliquant en voix off que son idole est la super-héroïne américaine Bat Lady et qu'elle s'entraîne tous les jours pour pouvoir lui ressembler. D'ailleurs, au passage, je sais pas si c'est du maquillage ou si elle a pris le coup de soleil du siècle, mais qu'est-ce qu'elle est rouge! Sérieux, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un rouge comme ça, c'était un gag dans un épisode de Son of a Beach. Un comble quand on sait que Batwoman, elle est plutôt limite albinos. Non, sérieux, faut surtout pas qu'elle fasse la sieste sur un banc, c'est un coup à ce qu'elle se réveille en salle d'autopsie. Le soir venu, une demoiselle en détresse lambda est attaquée par un exhibitionniste. Coucou, tu veux voir ma bite? Eh ben, j'espère que c'est pas le méchant principal du film. Lequel est aussitôt mis en fuite par une ombre chinoise, qui n'est autre que Jessica... On est sûr qu'il est fait maison, son costume. Bon, le problème, c'est que du coup, la demoiselle en détresse a encore plus peur d'elle que de son agresseur, vu qu'à cause de son costume, tout le monde la prend pour une criminelle. Va vraiment lui falloir un attaché de relations publiques, et surtout un nouveau costume.
Elle est ensuite invitée chez sa meilleure amie locale, Megumi, une fille très riche qui dispose donc de son propre majordome, qui est donc un peu la version japonaise d'Alfred, Haru Furedo donc. Megumi donc qui l'a invitée pour lui fêter son anniversaire, et comme elle est au courant pour ses aspirations, elle lui offre comme cadeau une panoplie complète de Bat Lady. Oh ben ça tombe bien alors. Panoplie qu'elle étraîne en retournant rosser l'exhibitionniste qui s'est trouvé une nouvelle victime. Ok, donc c'est bien lui le méchant principal. Elle le remet en fuite, mais cette fois la victime ne panique pas car elle la prend pour la vraie Bat Lady. C'est alors que débarque le Joker. Ah pardon, c'est King dans le Zen Pictures Extended Universe. Or, King aussi la prend pour son ennemi juré. Oui, il est pas très physionomiste, mais comme il est aussi pas très net, c'est justifié. Ça le contrarie d'ailleurs pas mal, lui qui s'était justement fait expédier au Japon pour échapper à sa némésis. Heureusement pour lui que le paquet n'a pas été retenu à la douane sous prétexte qu'il n'y avait pas la facture. Oui, c'est du vécu. Vous croyez que c'était dans le script ou qu'ils ont gardé ça au montage? King lance donc à Bat Lady un défi avec une énorme faute d'orthographe et... Et elle fait combien de kilomètres cette pente? Attendez, comment il a fait pour arriver avant elle si c'est lui qui l'a envoyé dévaler la pente? Il a une super vitesse? Il a beau être cinglé et pas du tout physionomiste, il remarque quand même qu'elle est beaucoup plus faible que d'habitude, et met ça sur le compte de la nourriture locale. Il est sur le point de l'achever, et Megumi, qui suit le combat à distance, se demande comment elle pourrait aider son ami, quand débarque d'un seul coup... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bazooka? Oh, il y a Rob Liefeld qui a appelé! Il veut qu'on lui rende son flingue! Mais c'est qu'il la laisse se démerder en plus! Nani? Attendez, il confondrait pas le Joker avec le masque là? Je sais bien que Jim Carrey aurait fait un excellent Joker. D'ailleurs, dans Batman Forever, il jouait pas le Riddler, hein, il jouait le Joker. Mais... bon, en tout cas, du coup, ça explique comment il a fait pour arriver en bas de la pente avant elle. Et c'est pas du tout une mauvaise idée, je trouve. Même si la personnalité du Joker varie selon les époques et les auteurs, il a toujours eu un comportement extravagant, exubérant, un peu semblable à celui d'un personnage de cartoon. Sans parler de son goût prononcé pour le slapstick. Du coup, donner à son équivalent les pouvoirs d'un personnage de cartoon, c'est finalement assez logique et ça lui permet de se démarquer de l'original. Évidemment, après une telle raclée, Jessica a l'intention de raccrocher son costume, et elle se fâche avec Meg à qui elle reproche de ne pas s'inquiéter du fait qu'elle a failli se faire tuer. Peu après, King capture Meg grâce à son talent d'imiter les voix au téléphone, couplé à son art de l'ellipse. Au passage, un bon point pour le scénariste qui avait pris soin d'introduire son talent d'imitateur lors de sa première rencontre avec Jessica, où il imitait la voix de Bat Lady pour se foutre de sa gueule. Il la torture ensuite grâce à sa canne qui est en réalité un fouet. Oh bah au moins comme ça on sait ce que ça donnerait si le Joker et Catwoman avaient un fils. D'ailleurs il doit peut-être aussi avoir Wonder Woman dans sa famille. The name is Dan Fletcher. Parce qu'imiter des voix au téléphone c'est justement un de ses talents. Je crois qu'on commence à aller un peu trop loin dans les fanfics là. Pendant ce temps, à Veracruz... Jessica se décide enfin à goûter la soupe que lui avait préparée Meg juste avant leur engueulade, et qui doit être pas mal froide depuis le temps, quand débarque Haru Furedo qui lui annonce sa disparition. Elle se décide donc à ressortir son costume de la poubelle, au moment même où Meg essaye justement de la contacter grâce à l'émetteur-récepteur dans son masque. Elle part donc la délivrer, rossant au passage pour la 3e fois son ennemi juré l'exhibitionniste. J'ai dit rossant au passage pour la 3e fois son ennemi juré l'exhibitionniste. Le gag est sympa, mais il aurait mieux fonctionné avec un montage plus rapide et sans l'assaut de taxe qui donne l'impression que comme Actarus, Bat Lady fait 2 demi-tours. Elle démontre ensuite à King que elle aussi, elle sait faire des ellipses, et en profite pour lui lancer à son tour un défi. C'est pas pour te vexer, King, mais elle, au moins, elle fait pas de faute.
Jessica retourne donc affronter King et... tomber là quand même. J'ai l'impression de revoir le combat final de Pink Fury S. Vous croyez que je peux d'ores et déjà commencer à rédiger sa nécrologie? Ah, il commence enfin à percuter. Il la neutralise en frappant son bouton off dans le bide. Tiens, il y avait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Pour l'emmener ensuite dans son repère, la démasquer et re-séance de torture. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, comment il fait pour ranger le fouet dans la canne? Je veux dire, le sortir fastoche, mais le remettre dedans, c'est un peu comme le dentifrice dans son tube. Heureusement, Megumi arrive à la rescousse armé d'un pistolet à eau. どう？水は水でもクレンジングウォーターの味は。Ok, je suppose que c'est un clin d'œil à cette scène du Batman de Tim Burton. Ah, c'est malin, il est aussi rouge que l'héroïne maintenant. Et il voit rouge d'ailleurs. Oh, en plein sur mon corps! Malédiction! Plus de munitions! Débarque alors Haru Furedo avec son bazooka. On aurait gagné du temps si Megumi avait emmené ça au lieu de son pistolet à eau. Je dis ça et je dis rien. Puis se regarde dans les deux sens démerdés. Et pas de chance pour King, maintenant qu'il a plus sa canne, il peut plus parer l'attaque. Bon, ceci dit, vu qu'il fonctionne selon la même logique que Will Coyote, il a sûrement survécu. Quelques jours plus tard, Jessica reçoit une lettre de félicitations de la vraie Bat Lady, à qui elle répond dans la séquence post-générique. Je remarque quand même au passage que c'est particulièrement facile d'envoyer des messages d'une Bat Lady à une autre. Je suppose qu'elles ont une boîte aux lettres rouge. Korede Owarida. Eh bien, on peut dire que Zen Pictures a fait dans la mise en abîme cette fois. Bah oui, Zen Pictures est un studio qui imite des super-héros existants avec peu de moyens, et Jessica est une fille qui imite une super-héroïne existante avec peu de moyens. Ça donne une intrigue très fun et sympathique, où elle devra surmonter son manque d'expérience et de confiance en elle, quand elle se retrouve face à un adversaire beaucoup trop gros pour elle, lui permettant ainsi de devenir digne de son modèle. L'actrice principale est sympathique, même si on sent bien qu'elle n'est pas très douée pour les scènes de combat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En revanche, celle qui joue Megumi ne joue vraiment pas très bien. Un qui est excellent par contre, c'est celui qui joue le pseudo-Joker. On sent qu'il prend vraiment son pied à en faire des tonnes et son plaisir est communicatif. D'ailleurs, c'est pas triste que cet acteur, dans une adaptation pirate fauchée, fasse un meilleur Joker qu'un acteur oscarisé dans une adaptation officielle pétée de thunes. Bref, c'est un très bon film dont le concept pourrait très bien s'intégrer au canon officiel de Batman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement en regardant une vidéo grâce à leur nouvelle fonction Clippy. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, où je parle de The Big Book of Weirdos, une anthologie consacrée à la vie de zinzins célèbres, dictateurs dément, écrivains tourmentés, peintre atypique, réalisateur incompris, milliardaire excentrique et bien d'autres, car plus on est de fous, plus on rit. Et mes critiques de série sur Tokuona, où j'ai ajouté une note détaillée à mon dossier sur Shider, le troisième volet des Uchukeiji, qui se distingue des précédents par son ambiance assez bizarre, son scénario inspiré des anciennes civilisations, et sa partenaire féminine nettement plus active et efficace, au point qu'elle vole souvent la vedette au héros. Janet!
Heureusement, Megumi arrive à la... Heureusement, Megumi arrive à la... Heureusement, Megumi arrive à la... Ok, j'arrive plus à parler correctement, je dois faire un AVC, prévenez les secours.